Bonjour à tous et bienvenue dans le Talk de Cassandre. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Victoire Spanet, fondatrice de Bonbonne, mixologue reconnue, finaliste de nombreux concours nationaux et aussi ambassadrice de la marque Generous Gin. À travers chaque cocktail qu'elle imagine, il y a une histoire, une émotion et une véritable démarche créative. Alors aujourd'hui, je vous propose avec Victoire qu'on parle de son parcours, de son métier et qu'elle nous raconte comment un simple verre peut devenir une véritable expérience. Bonjour Victoire. Bonjour Cassandre. Comment vas-tu? Ça va très bien et toi? Très bien, merci. Merci de me recevoir. Et moi, je suis ravie de t'accueillir. Écoute Victoire, je te propose pour démarrer que tu me parles un petit peu de ton parcours. Qui es-tu et comment es-tu devenue mixologue? D'accord. Alors, donc, je suis lilloise déjà, depuis toujours. J'ai commencé ma carrière dans les bars assez tôt parce qu'en fait, au début, je cherchais un job étudiant. Ok. Voilà, je me cherchais un petit peu entre l'école de commerce, les cours Florent que j'ai fait un petit peu plus tard. Et il fallait évidemment, pour contenter mes parents, que je m'assume financièrement un minimum. Donc, j'ai pris un job dans un bar à cocktail. En fait, je suis tombée un petit peu par hasard dans un bar à cocktail. Ça aurait pu être quelque chose de beaucoup plus simple, mais voilà, le hasard a bien fait les choses et j'ai vraiment pris le virus un petit peu assez rapidement de cet univers de la création de cocktails, un peu par hasard. Ok. Ouais. Et alors, pourquoi es-tu restée dans cet univers-là? Qu'est-ce qui a fait que tu as eu le déclic de dire je vais en faire mon métier? Alors, je dirais pas qu'il y a eu un déclic précis, ça a été quand même sur des années. J'ai aussi fait d'autres choses, j'ai été à Paris justement pour le théâtre, etc. Et je gardais toujours un pied dans le cocktail. Et en fait, ça me rendait heureuse. Et je trouvais que j'étais pas aussi épanouie dans finalement d'autres carrières que j'espérais faire. D'accord. Et voilà, je pense que mon confort était là, ça s'est fait naturellement. J'ai rencontré des gens, j'ai fait des expériences cool, je voulais voyager. L'avantage quand on fait ce genre de métier, c'est qu'on peut aussi se dire on va vivre dans un autre pays et trouver un job hyper facilement. Voilà, donc j'ai été vivre en Irlande à une période et je suis rentrée à Lille. Et justement, comme tu viens de le dire, Lille, Paris, voilà, l'Irlande, etc. En quoi ces différentes expériences, elles t'ont nourri, elles t'ont permis d'amener aussi ça dans ton métier? Ouais, tu t'enrichis de tout ce que tu vois, des rencontres et puis de la manière de travailler qui va être différente aussi. Voilà, peut-être que dans les villes de région, on va pas être exactement aussi à cheval sur certains cocktails qu'à Paris. En tout cas, il y a une période, je veux dire. Maintenant, je pense que ça se lisse. Et puis là, tout ce qui est anglo-saxon, le cocktail, la culture du cocktail anglo-saxonne est vraiment différente. Déjà, le cocktail vient des États-Unis, ensuite a voyagé vers l'Angleterre. Donc, ils n'ont pas une approche la même que la nôtre. Et est-ce que tu as fait des formations? Est-ce que le métier s'apprend, comme on dit, sur le tas? Ou est-ce que c'est des diplômes que l'on passe? Alors moi, forcément, du coup, je l'ai appris sur le tard parce que je ne savais pas spécialement que j'allais faire ça de ma vie. J'allais vraiment faire une carrière. Mais maintenant, oui, il existe des formations qui sont courtes, professionnalisantes, mais aussi au lycée hôtelier. On peut maintenant faire des options bar. Ok. Voilà. D'ailleurs, j'étais intervenante au lycée hôtelier de Lille pendant un petit temps, puisque je venais un petit peu parler de mon métier, de moi, comment je le faisais, puisqu'il y a vraiment beaucoup de manières de le faire. Et moi, c'est vraiment l'angle événementiel. Donc, je trouvais ça aussi important que les élèves voient qu'il n'y a pas que le bar dans le sens comme on l'imagine, le barman derrière son comptoir, sédentaire. Bien sûr. Il y a aussi d'autres manières d'évoluer dans cette carrière. Très bien. À quel moment tu t'es dit je vais créer Bonbonne? Est-ce que tu as toujours été à ton compte ou alors c'est quelque chose qui arrive ensuite? Oui, en fait, j'étais justement en sédentaire, j'étais manager d'établissement, de bar à cocktail un petit peu partout. Et en fait, il y a eu le Covid. Oui. Voilà, j'étais rentrée à Lille juste à ce moment-là. Il y a eu le Covid, donc je ne pouvais plus travailler. Je suis un peu hyperactive, je pense que ça se voit. Donc j'ai rapidement été un peu malheureuse. Et donc il fallait que je trouve quelque chose pour travailler. Bah voilà, clairement survivre, ne pas devenir folle. Et donc en fait, j'ai commencé à faire des petits cocktails chez moi que j'ai proposés en livraison. Avec ma petite attestation. Évidemment, comme on ne pouvait pas faire d'événements avec du monde, je faisais des petites bouteilles. C'était un format tout petit. Et puis, j'ai fait un petit peu de contenu sur les réseaux pour prévenir, le bouche à oreille. L'avantage quand on est à Lille aussi, c'est que ça marche vachement bien le réseau. Donc, et puis, il y a eu un peu de presse locale qui s'était intéressée. Donc j'ai eu des articles et c'était la première fois que mon téléphone sonnait, pas forcément de gens que je connaissais directement, mais pour me commander des cocktails.
Donc, j'étais là avec ma petite New Beetle, je faisais toute la métropole avec ma cargaison dans la glacière. Et les gens étaient hyper contents parce qu'ils n'avaient plus rien de festif. De festif à ce moment-là. Bon, et puis après, quand l'événementiel a repris, forcément, les événements ont repris. Et là, les demandes, elles ont continué à arriver. Mais c'était des formats supérieurs d'événements. Donc, la petite bouteille de 4 cocktails, ça faisait plus sens. Donc, je suis passée au format 5 litres bonbonne. Et donc, Bonbonne est née un petit peu comme ça. Mais en toute honnêteté, je pensais qu'après le Covid, je reprendrais un job, peut-être en événementiel, mais toujours en salarié. Et c'est parce que ça fonctionnait et parce que j'avais des occasions de continuer à travailler comme ça que, en fait, j'ai créé. Je me suis jamais dit, demain, je suis entrepreneur, c'est fait pour moi. Mais bon, finalement, je suis contente. Donc, le hasard a bien fait les choses. Un mal pour un bien. Je fais partie des gens qui ont trouvé que l'expérience Covid, finalement, a été bénéfique. Très bien. Et on parle beaucoup de cocktails, mais assez peu de mixologie, quoique de plus en plus, on entend ce terme-là. Y a-t-il une différence? Comment tu viendrais expliquer le terme de mixologie? Alors, je pense que la mixologie, c'est le terme aujourd'hui qui fait beau, qui est un peu marketé. D'accord. D'ailleurs, il y a beaucoup de bartenders qui ne se reconnaissent pas du tout dans ce terme. Donc, je ne pense vraiment pas qu'il y ait une différence une différence de métier, en tout cas. Par contre, les marques, la presse, le grand public aime bien utiliser ce terme de mixologie pour montrer un petit peu aussi le travail qu'il y a derrière un cocktail, qu'on n'est plus sur une démarche de mélanger deux produits industriels ensemble. On est sur de la cuisine, on va travailler comme des chefs, on va travailler avec les saisons, on va produire, on va faire des infusions, des sirops, des macérations, des fermentations. Et donc, en fait, le terme mixologie va quand même englober un petit peu cette notion, je trouve, de sur-mesure. Voilà. Et justement, quand tu crées, tu élabores une recette, par quoi tu commences? Est-ce que il y a quelque chose qui doit t'inspirer pour démarrer ta recette, ou alors c'est quoi ton process de création? J'ai toujours besoin effectivement de te lancer pour la créativité. De toute façon, c'est quelque chose qu'on ne contrôle pas. Donc moi, je demande toujours, comme je travaille qu'en sur-mesure, je n'ai pas une carte prédéfinie. Donc dès qu'une société fait appel à moi ou une marque, je demande toujours qui ils sont. Si c'est pour un événement, toujours savoir évidemment qu'est-ce qu'on va fêter, célébrer, qui on va accueillir, la saison. Et puis, j'aime bien apporter d'autres terrains artistiques. J'aime bien qu'il y ait une notion de film ou d'art. J'aime bien que ce soit un peu multiculturel, multisensoriel, multiculturel, les créations. Et puis après, on va dire que le cerveau fonctionne tout seul. Parfois, ça me réveille la nuit. Je suis un peu… Et alors, du coup, tu prends ton téléphone, tu notes? Ah, mais exactement. Ça, c'est le b.a.-ba à faire quand on doit travailler avec la part créative de son cerveau. C'est que quand ça te réveille comme ça, il ne faut pas la laisser passer. Mais ça m'est déjà arrivé même de me sentir imposteur de moi-même parce qu'en pleine nuit, j'ai une fulgurance sur une carte de cocktail où j'étais bloquée. Et là, d'un coup, je me mets à écrire un truc. Et le lendemain, je le vois ça, je dis, c'est pas mal. Je me souviens pas avoir écrit ça. Peut-être que je rêvais à ce moment-là. Et alors après, du coup, tu la testes, d'abord tu écris, tu testes et tu affines comme ça. Après, ça vient de plus en plus vite de savoir ce qui va fonctionner. Ton cerveau fait les connexions des goûts parce que tu es habitué à tellement sentir goûter que du coup, j'arrive plus facilement, je pense, que quelqu'un qui ne fait pas ce métier, à me dire qu'est-ce que ça va donner d'associer de la fraise et de la truffe ensemble. Oui, d'accord. Par contre, je pense que c'est mieux pour mes clients quand même que je teste un minimum certains produits. Quand on va signer une carte, par exemple, je fais un peu de consulting pour des restaurateurs, derrière, ça va être leur carte permanente qu'ils vont vendre à la clientèle. Donc, je ne peux pas arriver avec juste la bonne idée et pas avoir testé, bien sûr. Ok. Et en tant qu'organisatrice d'événements, je vois souvent, là, il y a la team sur la piste de danse et il y a aussi la team au comptoir, au bar, justement. Est-ce que tu dirais que le bar a cet enjeu de créer aussi une ambiance dans un événement et d'avoir Je pense que c'est la pièce maîtresse d'un événement. Et je pense aussi que c'est pour ça que les marques ou que les agences événementielles, maintenant, veulent forcément un bar. Parce qu'on a compris ce truc de… C'est social, c'est un acte social d'aller au bar. Personnellement, dans un bar, j'ai pas envie qu'on m'asseye à une table sur le côté. J'ai envie de vivre avec… après, c'est mon métier, c'est une information pro, mais… Non, mais je comprends. On vient plus boire le simple verre et on veut que ça nous raconte… l'expérience. C'est ça. Et puis que ça génère aussi des émotions. Qu'on dise, tiens, qu'est-ce qu'il y a dedans qu'on puisse découvrir aussi. Ah moi, à un comptoir, je suis un peu à Disneyland. Je vais poser 1500 questions, mais bon, je pense que c'est mon métier forcément. Mais je pense que les gens sont de plus en plus curieux et aussi réalisent de plus en plus le travail qu'il y a derrière. Peut-être que c'est un peu plus mis en avant, notamment le travail des chefs avec les émissions de télé, culinaires, etc.
Maintenant, il y a un vrai intérêt global du grand public pour ces métiers-là. Donc, je pense qu'aussi, on n'a plus envie de cacher le personnel, pas ce mot, mais tu comprends. Ouais, tout à fait. Dans la cuisine ou voilà, loin, en fait, maintenant, il est un peu valorisé. Le produit, il est Ça devient valorisé chaud aussi. et l'humain est valorisé. Ouais, tout à fait. Et il y a la partie chaud, évidemment, qui est indéniable. Ouais. Et justement aussi dans un événement, on a différents temps forts. On a l'accueil des invités, on peut avoir, voilà, sur un format dîner, il va y avoir l'entrée, le repas, le dessert, la soirée dansante, etc. Pareil, est-ce que toi, là-dessus, tu peux être force de proposition sur un événement, de dire, bah, à tel moment, je vois bien telle chose, de venir un peu expériencer, je ne sais pas si ça se dit, mais voilà, l'idée, c'est de venir créer un moment et une expérience, encore une fois. Oui, je pense que c'est surtout quand il y a un travail un petit peu minutieux sur la recette, sur l'élaboration du cocktail signature, les servir à 2h du matin quand tout le monde est déjà un peu crevé, a potentiellement bu du vin, etc. Je pense par exemple au mariage, j'en fais quand même un petit peu. Je trouve que ça n'a pas trop de sens de faire un bar à cocktail trop péchu sur un temps qui n'est plus tellement un temps de concentration. Ouais. Je trouve que c'est très bien par exemple dans un vin d'honneur. Et après, on peut évidemment laisser par exemple des bonbonnes, puisque je propose aussi la livraison de cocktails sans forcément la partie chaud. Ok. Et là, on peut laisser des bonbonnes pour les gens qui veulent continuer à boire un cocktail. Voilà. Mais il y a des moments, je pense aussi que c'est important de respecter ce timing-là. Et alors, je l'ai dit en introduction, tu as fait beaucoup de concours. Ouais. Qu'est-ce que ça t'a appris? Qu'est-ce que ça t'a permis? Est-ce que ça t'a permis de gagner en confiance, de trouver du réseau peut-être? Qu'est-ce que ces concours t'apportent? Alors, moi, clairement, full syndrome de l'imposteur au début. Ouais. Je pense que c'est normal quand on démarre de l'entrepreneuriat. Je pense qu'aussi le sujet d'être une femme dans un métier J'allais y venir, mais ouais, tout à fait. Quand même bien masculin. Voilà. Donc full complexe de l'imposteur. Je ne pensais pas valoir quelque chose. J'aime pas trop l'expression maintenant, mais à l'époque, c'est comme ça que je le pensais. Okay. Et donc, ça m'a un peu aussi donné le boost. C'était cette période un peu post-Covid où j'avais pas tellement beaucoup de travail. Et il fallait m'occuper aussi. Et puis, c'était bien que je me lance dans quelque chose qui allait un peu me valider à moi-même que j'étais légitime à faire ce métier, en fait. Voilà. Donc, j'étais très contente parce que le premier concours que j'ai fait, j'ai tout de suite fait une finale, un podium, puis le podium international. Donc, génial. Franchement, ça rassure. Mais après, tu as ce truc de dire, est-ce que c'est pas un hasard? Est-ce que c'est pas, je sais pas, je suis sympa, les gens ont voulu me mettre sur le podium, alors je vais le refaire en étant pas sympa? Non, je sais pas. Et en fait, j'ai dû en faire 8 ou 9 finalement des finales en pas très longtemps, en moins de 3 ans. Ok. Donc, il y a le virus un peu qui vient. À un moment, ça devient aussi un peu le côté complexe. Challenge. Ouais, aussi un peu. En fait, j'ai fait quasiment que des podiums, mais j'ai jamais gagné. C'est le drame de ma vie. Je suis tout le temps deuxième ou troisième. D'accord. Donc, à chaque fois, je suis là, le prochain, c'est pour moi. Le prochain, c'est pour moi. Puis à un moment, j'ai dit, ça suffit. Et alors, comment se passe un concours? Justement, j'aime bien dire que ça ressemble un peu à Top Chef. Okay. Dans le format où on a des épreuves, où on va faire par exemple l'épreuve du panier mystère ou le marché, ou avec des jurys devant, ou un peu le côté pression de devoir présenter son travail à un jury de gens super talentueux, parfois de gens qu'on idéalise depuis longtemps. Puis tous les candidats entre nous, il y a un côté un peu fratrie qui se crée, mais à la fois on sait aussi qu'on veut tous gagner. C'est très cool, je trouve que c'est stimulant. Évidemment, je pense que c'est un accélérateur en termes de connaissances, parce que tu vas forcément voir le travail des autres et te nourrir aussi de ce que tu vois. Et il y a énormément de choses que je sais faire aujourd'hui que je pense avoir connues par le biais des connaissances et des autres qui ont bien voulu transmettre en fait. Chouette. Voilà, du partage en fait. Et alors justement, est-ce que c'est un métier où il y a beaucoup de compétition, de concurrence? Est-ce que tu vois ça plutôt comme justement… Une fois passé le cadre des concours, non, je pense pas. Il y a la place pour tout le monde. Enfin, je veux dire, c'est comme si on disait qu'il y avait qu'un chef de cuisine. Il y a des restaurants partout. Non, je pense pas. Ou en tout cas, ceux qui ont ce melon-là, ça dit quelque chose d'eux, j'ai envie de dire. Moi, je me sens en compète avec personne. J'ai envie, au contraire, qu'on m'apprenne des choses. Ça porte. Je passe ma vie à aller voir des bars à cocktails et aller justement, profiter du travail des autres. Je trouvais ça dommage que ce soit pas comme ça, en fait. Et alors, pour toi, justement, c'est quoi le plus important dans ton métier? À la base, c'est un métier de plaisir. Il faut pas l'oublier, ça. C'est vrai que le service… rendre heureux le client, c'est le b.a.-ba. Et en fait, c'est bien l'aspect technique, c'est bien les innovations, c'est bien de valoriser les humains derrière qui font ça, mais il ne faut pas oublier quand même, le client. Le client. Voilà. Ce moment, en fait, il ne faut pas oublier pourquoi on le fait, en fait. Exactement. Et tu en as parlé un petit peu, c'est un métier qui est
à la base principalement fait par les hommes. Ouais. De plus en plus de femmes Oui. arrivent dans ce métier. Comment tu te sens par rapport à ça? Maintenant, à l'aise complètement, Ok. mais c'est vrai qu'au début, voilà, il fallait quand même que je montre que j'avais l'impression qu'il fallait que je montre que j'étais douée D'accord. pour être légitime. Ok. Parce que sinon, ils allaient dire peut-être que vous pensez, évidemment, mais c'est moi qui pensais ça, on me le disait pas, mais je me disais qu'ils allaient penser que j'étais nulle et que j'étais là parce que j'étais une fille ou j'en sais rien, tu vois, pour les D'accord. quotas. Ouais. Donc il fallait que je prouve. Ok. Après, je pense que c'est avec soi-même qu'on en doit compète. travailler là-dessus. Et maintenant, si ça dérange des gens, en tout cas, ils se gardent bien de me le dire. Bah, tant mieux. Et alors, on a parlé de créativité, mais aussi quelle est la relation que tu as avec la contrainte? Si des clients viennent te dire, bah voilà, moi en contrainte, je veux tel ingrédient ou telle chose. J'ai tellement d'histoires incroyables. Eh à ben, raconter. raconte-nous. Non, mais vraiment, là, ça me fait penser tout le temps à des trucs de fou, de demandes de clients lunaires. La dernière fois, je me suis retrouvée, bon, je vais broder pour les noms et tout, hein. Je me suis retrouvée très loin de Paris, dans un château, avec une clientèle très, très fortunée, à qui on ne peut pas dire non, littéralement. D'accord. Ils me disaient tout le temps, no is not an answer. Ok. Ok. Et à un moment, donc, il y avait toute une liste d'alcools hyper premium qui m'avait demandé donc, de sourcer avant des vodkas au caviar, des choses. Voilà. Waouh. Et donc, j'avais tout ça, évidemment. On était 13 dans l'équipe de bar. C'est un vrai gros sujet. Et vers minuit et demi, une de ces personnes vient me demander une tequila qu'on qu'on nous avait pas demandé avant, quoi. Et je dis, bah, j'en ai pas, tout simplement, en fait. On est au milieu de la forêt, là. Donc, la tequila, ça se fait en Amérique du Sud. Ouais. Ça va être compliqué. Et il était là en mode, bah non, mais en fait, money is not a problem. Tu vois? Et donc, toi, tu te dis, mais comment Wow. je fais? C'est un gros dossier, c'est un client que tu veux pas louper. Ah, donc là, tu te retrouves à aller chercher des coursiers pour les emmener dans des palaces en extérieur de Paris, en espérant qu'il y ait... et on a trouvé ces bouteilles de tequila, voilà. Mais je me suis dit, franchement, j'ai failli faire une crise cardiaque Ok. de stress sur Ouais. cet instant-là. Donc, j'étais contente de l'avoir fait. Et à la fois, je ne souhaite pas spécialement avoir qu'une clientèle comme ça, d'une exigence telle. Et il faut savoir dire non aussi. Il y a des demandes qui ne sont pas raisonnables. Voilà. D'accord. Et ça t'arrive souvent? Non, là, quand même, pour que je Ouais. la raconte cette anecdote, Ouais, c'est c'est un peu qu'elle la est dernière en dingue. date, mais elle est drôle. Mais non, après, c'est normal que les gens aient aussi des demandes. On s'adapte, de toute façon. On essaye de faire toujours un peu le yes man, la mentalité yes man. C'est on dit oui, après on voit comment on fait. C'est ça, on se débrouille après. Voilà. Et On alors, contourne. Je pense que les gens parfois demandent quelque chose parce qu'ils savent pas vraiment. D'accord. C'est normal, c'est pas leur Bien métier sûr. ce qu'on propose. Donc il faut trouver une manière, en respectant leurs demandes, d'adapter en fait ce sûr. qui est possible. Et puis même que souvent ils sont même encore plus contents parce qu'ils n'avaient pas imaginé que tu pouvais le faire de cette manière. Et puis j'imagine aussi qu'on sous-estime beaucoup tout le travail en amont. Ouais, bien sûr. Tu évoquais le fait de faire tes sirops, Mmh. etc. Et donc j'imagine qu'il y a un... La cuisine, ça prend énormément de temps. Et puis la logistique, je veux dire, voilà, rien qu'aller faire ses courses, sourcer. La logistique, c'est voilà, très chronophage, c'est fatigant. Et cette partie-là, elle est complètement invisibilisée. Après, je pourrais hein, bien sûr me filmer en train de galérer, en train de charger mon camion. Mais je fais le choix de montrer plutôt les événements D'accord. finis, de montrer le beau. Ok. Moi, j'aime bien prendre cet angle-là. Mais à la fois, je trouve ça hyper intéressant que d'autres prestataires montrent un petit peu plus les backstage. Voilà. Mais il y a énormément de travail, énormément de travail de cuisine, de recherche. Derrière, on rentre de l'événement, on est épuisé, mais probablement qu'on en a un autre le lendemain, donc il faut Faut tout tout laver, nettoyer. tout reproduire. Ouais, des moments, tu as envie de pleurer, mais tu n'as pas le droit ou le Ouais. temps de pleurer. Ouais. Voilà. Ça, c'est les joies de l'événementiel Ouais. aussi. Hein. La dernière fois, il y avait la femme d'un client, très sympa, hein, adorable, c'était vraiment pas malveillant, mais elle me dit « Ah, c'est top ton métier, en fait, du coup, tu travailles que le soir Et j'étais là, mais... Si tu savais. Ouais, bah pas que quand Tu même. fais tout le temps la fête. Ouais. Et puis, je me dis, bon, ben, c'est peut-être parce que je le montre pas suffisamment, moi, hein, sur les réseaux. Donc, voilà. À évoluer, c'est voilà, en process. Et comment tu sources tes alcools? Alors, bah, là, je travaille. Moi, je suis maintenant ambassadrice d'une super marque de gin français très premium qui s'appelle Generous, qui a été créée dans la région de Cognac, voilà, avec toute une palette aromatique, il y en a différents. Donc, je m'éclate avec cette marque. J'adore l'idée que ce soit des produits vraiment haut de gamme qu'on va retrouver sur mes événements. Je pense que c'est vraiment une manière de respecter son client et puis de pouvoir créer... quand la base, elle est top, derrière, t'es un artiste qui vient peindre sur une toile, c'est génial, quoi.
Après, il y a d'autres marques d'alcool, évidemment, mais ça reste dans le premium. Là, tu parlais d'une vodka caviar, c'est ça? Ouais, ça existe, des marques comme ça. Et donc, comment tu es au courant de toutes ces choses? Je peux dire, j'évolue dans ce métier-là depuis tellement longtemps. Sur les réseaux, je crois que 90% de mon feed, c'est ça. C'est des cocktails. Les autres 10%, c'est des chiens. Donc, Ok. Voilà, pour ma reconversion professionnelle. Bon, très bien. J'avais envie de terminer avec des petites questions plus simples, plus cool, plus détentes. Okay. Je me demandais… C'était cool jusqu'à présent. Hein. Ça l'était, tout à fait. Mais là, c'est des questions avec un petit peu moins de réponses. Je parle plus trop. Okay. Non, mais pas du tout, pas du tout. L'idée, c'était que tu me dises un peu quel est le cocktail que tu trouves le plus difficile à créer. En événementiel, je vais prendre cet angle-là d'événementiel. Il y a des cocktails qui demandent des temps un peu d'attente ou bien des doubles shakes, par exemple quand on va mettre du blanc d'œuf ou des crèmes, ce genre de cocktail. Okay. Genre des gin fizz, des Ramos gin fizz, ce genre de cocktail. On va devoir faire d'abord un shake sans glaçons pour faire émulsionner le blanc d'œuf et ensuite un shake avec des glaçons pour apporter la dilution, la fraîcheur, etc. Ça, c'est des moves. Quand on a un peu le temps, c'est génial. C'est vraiment important pour le cocktail. Ouais. Quand il faut en envoyer 300 avec un delta d'une heure ou deux, que les gens font un peu la queue. Non, il faut choisir un petit peu ses combats et réfléchir un petit peu à la faisabilité de l'envoi, je pense, dans la partie événementielle. C'est vrai. Tu as raison de penser à ça. C'est vrai que souvent, on voit la queue, ça peut vite râler. Ah moi, je déteste ça. En plus, vraiment, ça m'horripile de voir des gens… ça me fait stresser alors qu'ils râlent même pas, les gens. Mais moi, je ne peux pas voir des gens attendre. Voilà. Quel est ton ingrédient préféré du moment? Celui qui est de saison. Voilà. Magnifique. C'est juste ça. Et alors, en ce moment, du coup en ce moment, on a tous les fruits rouges, plein d'aromates. C'est génial. L'été, on s'éclate, bien sûr. Après, il y a d'autres produits hyper sympas à travailler en hiver, mais… par exemple, récemment, là, j'avais fait une vidéo avec un YouTuber qui a été beaucoup vu et je faisais un cocktail qui s'appelle Jardin d'hiver, puisqu'on était en plein hiver et que je travaille donc des betteraves, de la carotte pourpre, etc. dans le cocktail et même de la fleur de saison, donc du mimosa, en hydrolat, etc. Donc, je l'explicite vachement dans la vidéo et j'ai eu beaucoup de demandes sur mon site internet de gens qui m'ont dit « On veut ce cocktail-là à notre événement en août ». Et du coup, j'essaye de dire aux gens « Ce n'est pas possible. Ouais, mais c'est pas tellement adapté en fait ». Et donc voilà, j'aime tout. J'aime tout type de cocktail, mais ça dépend de la période de l'année. Puis on n'a pas envie d'un truc aussi, peut-être un truc un peu plus frais l'été, un peu plus chaud, un petit peu plus rond, un peu plus ambré sur les périodes d'hiver. Donc il faut… voilà. Et on parle aussi beaucoup de cocktails, mais est-ce que tout ce qui est mocktail, bien sûr. Voilà, ça fonctionne aussi? J'en fais pas de différence quand je dis voilà, cocktail. C'est ça. Quand je dis cocktail, j'englobe évidemment la partie sans alcool. J'adore travailler le sans alcool, bien sûr. Et il y a aussi beaucoup de demandes, j'imagine, surtout dans l'événementiel. Je le vois de plus en plus. On a des événements 100% sans alcool. Tout à fait. Tout à fait. On a des marques qui veulent ça. Je travaille beaucoup avec des marques de beauté, par exemple. Donc, c'est vrai que ça fait pas tellement sens de vendre de la beauté si derrière, on fait un gros open bar. Donc, non, c'est très cool. Et j'aime bien même prendre l'angle cocktail fonctionnel. C'est-à-dire utiliser des champignons adaptogènes, des collagènes, des acides hyaluroniques, des kombucha, des trucs qui vont faire du bien à ton corps. Donc on est vraiment sur le concept poison antidote qui me plaît beaucoup. Ah, c'est chouette. Il y a de la contradiction. Exactement. Il y a de la vie. Et enfin, si tu devais créer un cocktail qui représente l'île, il y aurait quoi dedans? Produit du terroir. Alors, je l'ai beaucoup fait en concours, justement. J'aimais bien venir en assumant ma patte nordiste à fond. De toute façon, tu as toujours la réflexion de la petite ch'ti, donc autant y aller. Hein. J'avais fait un cocktail, une fois, je l'avais appelé Wheat Love. Ça veut dire endive. Tout à fait. Voilà, en ch'ti. Et en fait, j'avais caramélisé des endives. Et j'avais utilisé la chicorée, parce qu'en fait, la chicorée, ça vient, c'est la racine d'endive, voilà. Et en fait, à la fin, ça faisait une sorte de cappuccino, de frappuccino, avec une petite mousse, justement, bien caramélisée, sur une base de rhum ambré. J'avais mis du chardon végétal pour rappeler un peu le côté aussi terril. Voilà, des trucs. C'est le premier truc qui me vient, mais ça peut être vraiment plein de produits. On a des produits du terroir, voilà. Et on a des marques d'alcool faites ici également. Oui, et puis après, il y a aussi, du coup, on en parle avec les mocktails, mais plein de solutions aussi d'alcool, enfin de base sans alcool, justement. C'est ça, des spiritueux sans alcool. C'est ça, exactement. Tout à fait, oui, c'est de plus en plus… je crois que maintenant, il doit y avoir 40 marques différentes. Et il y a vraiment des trucs très chouettes qui se font,
Ouais. Très bien. Eh ben, merci beaucoup Victoire Merci à pour ce temps. J'ai l'impression que ça a duré 2 minutes. Je vais aller vers vite. Mais non, mais tellement c'était passionnant de C'était découvrir très cool. ton univers et on a envie de goûter maintenant. Ils sont où les cocktails, la Victoire? J'arrive dans mon camion. Bon, eh bien, écoute, on va couper les caméras et on se dit à bientôt. Merci à tous d'avoir suivi ce nouvel épisode du Talk de Cassandre et rendez-vous dès le mois prochain pour découvrir mon nouvel invité. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le liker, à le commenter et à le partager sur toutes les plateformes. Cela m'aiderait beaucoup. À bientôt!